Bonjour à tous, je suis Julien Gallon et nous allons passer à peu près une demi-heure ensemble concernant l'amélioration de vos applications Panorama et plus particulièrement sur les fenêtres d'alarme et les alarmes. Donc l'agenda du jour, hein, aujourd'hui les objectifs dans un premier temps et une présentation sur la structure de Panorama, les composants, en parallèle de la description de l'application que nous allons utiliser dans nos démonstrations, avec bien sûr une petite démonstration à la fin. Puis dans un deuxième temps, on va voir une utilisation un peu plus avancée sur l'utilisation des alarmes, avec la comparaison entre une utilisation simple et une utilisation avancée. La mise en œuvre d'une utilisation avancée avec l'ajout d'une fonctionnalité supplémentaire dans notre application. Enfin, nous parcourrons l'ensemble des astuces et bonnes pratiques que nous avons évoquées ou qui seront disponibles dans l'application que nous vous fournirons à la fin. Et nous n'oublierons pas, bien sûr, d'essayer de répondre au mieux à vos questions. Donc, dans un premier temps, les objectifs. Donc, ce webinaire se propose de revoir avec vous un point crucial dans la supervision, puisque c'est des concepts et des besoins qui sont connus par tous et assez communs. Donc, les alarmes. Les conseils sont ainsi utiles et pratiques pour l'utilisation dans toutes vos applications. L'idée, c'est avant tout d'aborder des choses simples, parce que certains participants ne connaissent pas ou peu l'environnement de Panorama, puis d'aller vers des choses un peu plus compliquées pour une utilisation intermédiaire, voire des possibilités d'habillage et d'ajout de fonctionnalités autour des alarmes. Et des conseils un peu plus poussés pour les personnes qui sont connaisseurs et développeurs des applications Panorama. Donc avant tout, nous passons sur l'explication de notre application exemple. Donc, on se propose d'utiliser des cuves et des vannes à piloter et à surveiller, regroupées en deux machines pour l'exploitation. Donc notre application va comporter des composants. Donc, dans notre illustration ici, ce sont des cuves, avec des propriétés particulières pour l'utilisation dans notre métier et dans notre besoin. Donc notre application va comporter pour notre exemple d'alarme, eh bien, au minimum une alarme et une vue. Nous allons donc renseigner la structure de notre composant, hein, qui est déjà réalisé dans notre application, avec la remontée toujours au maximum des propriétés au niveau même du composant, pour s'adapter au mieux et correspondre à notre besoin. Vous remarquerez que les sous-objets en fait font référence aux propriétés principales. Donc, par exemple, les propriétés en vert font davantage référence à la configuration même du composant, et les propriétés en bleu ou les parties de propriétés en bleu sont plus proches de la nature même du composant, par exemple le libellé niveau qui correspond significativement à une propriété d'une cuve. Nous allons commenter plus précisément les propriétés ici en rouge sur les alarmes, que sont catégories, donc une des propriétés les plus importantes dans l'utilisation des alarmes, la propriété view, qui est peu ou pas assez utilisée dans vos applications, qui permet donc de faire référence à une vue ou un synoptique de l'application, directement accessible depuis la fenêtre des alarmes courantes. De même, la propriété Mediafile permet d'afficher un document quelconque, PDF, image, on verra qu'on peut afficher une multitude de choses, directement aussi accessible depuis la fenêtre d'alarme. Donc le but de la création d'un modèle de composant, je le rappelle, c'est de simplifier au maximum la configuration des exemplaires pour que vous ayez moins de travail à faire lors des instantiations. Donc par exemple, ici on a une petite capture d'écran de l'application avec l'usage de valeurs par défaut, de copier-coller, d'incrément automatique, de renseignement automatique de propriété pour avoir le minimum de choses à saisir. Donc ça facilite la saisie de valeurs dans la configuration des composants, et ce jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines d'objets similaires. Donc je reviens sur la propriété catégorie, hein, qui est particulièrement importante dans notre présentation concernant les alarmes. La propriété catégorie, c'est tout simplement un champ texte structuré. Donc c'est une suite de caractères séparés par des points-virgules dans l'environnement Panorama, qui permet de caractériser au mieux l'objet et l'alarme dans son contexte. C'est une propriété dynamique, donc elle peut changer au cours du temps, mais c'est aussi donc une valeur historisée qui permet de... Pardon, je recommence. C'est une valeur historisée qui peut donc faire facilement grossir la base d'historisation. Il faut donc être concis lors de son utilisation.
Ces caractéristiques permettent de mettre en place aussi des règles de filtrage ou d'abonnement pour les fenêtres d'alarme et d'historisation. L'utilisation de catégories typées, telles que bâtiment égale bâtiment nord, vous permet de réduire le nombre d'erreurs de recherche dans vos filtrages et rend ces champs typés affichables dans les fenêtres d'alarme et d'historique. Enfin, même si vous respectez toutes ces règles, vous pouvez encore optimiser l'utilisation de panoramas. Par exemple, si vous avez des abonnements ou des recherches qui sont sur plusieurs critères. L'exemple qui vous est proposé ici, c'est premier bâtiment, deuxième étage, troisième local. Donc le système va avoir tendance à faire une recherche textuelle, qui est donc un peu plus longue qu'une recherche, par exemple, sur le critère priorité, qui est un entier, avec la comparaison du bâtiment, puis une nouvelle recherche sur la comparaison du niveau, puis une nouvelle recherche sur la comparaison du local. Donc l'idée est de construire automatiquement une catégorie typée concise, par exemple BATNIV LOC, qui correspondrait donc au premier bâtiment, deuxième étage et troisième local. La recherche se fera donc sur une seule catégorie, qui permet donc de diviser par 3 le nombre de recherches. Voilà, donc on se retrouve sur ma machine avec l'exploitation en cours de notre application exemple. Donc de manière concise, notre application reprend plusieurs cuves et plusieurs vannes qui sont regroupées dans un process, lui-même séparé en 2 machines, donc machine 1, machine 2. La partie visualisation des alarmes en cours, ce qui nous intéresse particulièrement dans notre exemple. Nous avons la possibilité de simuler une partie du process en bas avec, par exemple, les seuils dynamiques qui nous permettent de déclencher à la volée des alarmes, la possibilité d'acquitter, de prendre en compte les différentes alarmes, avec un menu contextuel très simple à mettre en œuvre puisqu'elles font référence aux fameuses propriétés View et Mediafile présentes dans la configuration de l'alarme. Nous avons sur, par exemple, les cuves, nous avons la possibilité d'afficher un synoptique par un clic droit sur la cuve qui correspond à la visualisation temps réel du niveau de la cuve et du niveau d'alarme. Une petite astuce illustrant ici la possibilité de faire des zooms très facilement dans Panorama. On reviendra ultérieurement sur sa mise en œuvre. Et donc, le fait d'avoir référencé la propriété synoptique, donc la propriété View dans la configuration des alarmes de cuve, nous permet d'afficher cette même vue directement à partir de la fenêtre d'alarme. Je bascule sur notre environnement de développement, Panorama Studio, affichant donc la fameuse vue que nous venons de voir. Cette vue comporte quelques éléments. Donc, la fenêtre, qui correspond à la fenêtre d'alarme. Cette fenêtre d'alarme a une mise en forme particulière qui est un style et un abonnement. L'abonnement de notre fenêtre d'alarme pointe à partir de la racine de notre application et étoile, c'est-à-dire tout ce qui est disponible à partir de la base de notre application, et ce, filtré sur les catégories qui présentent le champ ALM. Concernant la mise en forme de la fenêtre d'alarme, nous avons un éditeur qui vous propose pour chaque état la possibilité de configurer aussi bien les messages affichés que les couleurs, les polices de caractères utilisées. Au niveau de nos composants, donc nous avons ici instancié 3 cuves et 3 vannes. Les propriétés sont paramétrées automatiquement pour, par exemple, le document. Et en gras, on peut voir les propriétés qui ont été modifiées pour éviter d'utiliser les valeurs par défaut. Donc, par exemple, la cuve 2 correspond à la machine 2. L'ensemble de ces propriétés sont répercutées au niveau de l'alarme. On voit que la catégorie de l'alarme correspond à ALM, donc elle passera dans le filtre d'abonnement, elle sera visualisée sur la fenêtre d'alarme. Et l'ensemble des propriétés, l'ensemble des champs associés aux catégories sont aussi renseignés de manière automatique. Nous avons donc utilisé tout simplement renseigner la propriété View, qui correspond donc à Level Trend Real Time, RT. Ici, il s'agit de cette vue-là, tout simplement, avec la mise en œuvre très simple au niveau du zoom, donc 2 petits boutons qui déclenchent chacun un des 2 comportements qui permet de faire grossir ou rapetissir la fenêtre. Je reviens sur la présentation. Nous avons vu de manière très simple comment notre application de référence était construite. Nous allons passer le pas, aller un petit peu plus loin
en présentant des améliorations possibles sur l'utilisation des alarmes et des fenêtres d'alarme. Donc, par exemple, sur une utilisation avancée des fenêtres d'alarme, il est possible de modifier le style d'affichage des fenêtres d'alarme, d'utiliser des menus personnalisés au lieu du menu standard, qui nous permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires sur l'utilisation spécifique des alarmes. On vous propose ici deux méthodes. Une méthode qui consiste à faire une ouverture de souris, donc qui est une vue spécifique aux composants, la vue de courbe par exemple, et une ouverture de vue avec le passage de paramètres, qui est donc une vue globale de l'application, sur laquelle je vais donner le chemin de l'alarme en tant que paramètre pour afficher des informations contextuelles. Ces méthodologies vous permettent par exemple de positionner des fenêtres qui apparaissent et de placer des filtres automatiques lors d'ouverture de vue. On voit tout de suite la comparaison dans l'application avec le résultat. Donc la possibilité est illustrée dans la fenêtre alarme avancée, donc une mise en forme particulière qui se fait sur 2 lignes avec l'affichage de valeurs supplémentaires comme la valeur qui a déclenché l'événement, le seuil courant puisque le seuil, je vous le rappelle, est dynamique, l'affichage du document, c'est un champ typé, donc je peux l'afficher dans ma fenêtre d'alarme, pareil pour la machine. Donc ici nous avons des documents qui sont associés au fonctionnement de chacune des alarmes avec une configuration générale et une configuration spécifique sur chacune des instances. Nous avons la possibilité de filtrer par exemple du texte. Je souhaite afficher que les éléments liés à une vanne par exemple. J'ai des informations liées à ma fenêtre, c'est-à-dire exactement ce à quoi correspond l'affichage courant de ma fenêtre d'alarme. En dessous, j'ai une synthèse donc qui, elle est globale. Elle est, d'un point de vue comportemental, c'est fonctionnel, ça tourne sur composeur. Et cette synthèse est donc globale à mon application. Je peux bien sûr, de la même manière, effectuer des abonnements spécifiques pour filtrer ces informations. Les informations présentées, par exemple, sont priorité minimale des alarmes affichées, des alarmes qui sont présentes et acquittées, eh bien actuellement je n'en ai pas, des présentes non acquittées, le nombre total d'alarmes en cours affichées, etc. J'ai mis 3 petits points puisqu'on peut afficher autant de propriétés qu'on le souhaite. Je profite pour afficher une seconde vue qui présente en réalité un historique d'alarmes. Donc on enregistre au fur et à mesure du temps toute l'évolution de chacune des alarmes, qui présente tous les types de filtrage possibles sur une fenêtre d'alarme. Donc nous avons ce qu'on appelle des combo box, la possibilité de sélectionner un élément ou plusieurs, des lead box, pareil, la possibilité de sélectionner un élément ou plusieurs, des cases à cocher qui rendent actifs des filtres de date, et du champ texte libre comme nous l'avons illustré tout à l'heure. J'affiche toujours, de manière très pratique pour l'exploitant, quelques informations liées à ma fenêtre d'alarme pour savoir si je dois filtrer davantage ou si les informations présentées sont suffisantes pour une bonne analyse de l'alarme en cours. Je précise ici que dans l'historique, nous n'avons pas que des alarmes. En bleu, nous avons ce qu'on appelle des événements qui vous permettent d'afficher aussi bien en temps réel mais surtout en historique le comportement de votre système au cours du temps qui permettent de déterminer au mieux les circonstances dans lesquelles vos alarmes apparaissent. Je bascule sur Panorama Studio. Je réduis. Je reviens sur l'alarme base, donc une fenêtre, un style. Et notre vue alarme avancée que nous venons de vous présenter comporte déjà à la base ces mêmes éléments, une fenêtre d'alarme et 2 styles. Nous avons 2 styles puisque nous avons 2 lignes. Sur cette fenêtre d'alarme, nous lui donnons un menu que nous avons construit. Ce menu ici présente donc la possibilité d'afficher une courbe et un historique. Et nous avons ces fonctions qui se déclenchent lorsque nous sélectionnons soit l'élément courbe, soit l'élément historique, qui bascule à le comportement, à l'affichage des éléments que nous avons choisis. Je reviens rapidement sur le slide suivant. Donc ces améliorations ont été vues dans l'application. On va expliciter concrètement comment on met en route ce genre de manipulation. Donc on va ajouter sur la fenêtre des alarmes avancées une nouvelle entrée qui va nous permettre d'afficher la fiche réflexe
le document donc associé à chacune des alarmes directement dans Panorama. Donc pour ce faire, il nous faut déjà ajouter l'entrée dans le menu contextuel, donc la fiche réflexe dans le menu, faire référence à une vue et à l'afficher. Cette vue a la capacité d'afficher n'importe quel document au travers d'un contrôle Internet Explorer. Il suffit que vous ayez les bons logiciels installés sur votre machine et vous avez la possibilité d'ouvrir à travers une fenêtre Internet Explorer tout type de documents, PDF, images, etc. Donc une fois que nous avons affiché la vue, il suffit de passer le chemin du fichier au navigateur Internet Explorer et le document s'affichera automatiquement dans cette vue. Et je reviens dans Panorama Studio. Donc dans la fenêtre alarme avancée, il nous faut faire référence à une vue supplémentaire. Donc nous allons créer tout simplement une vue supplémentaire que l'on va appeler par exemple Général Vue Pop-up PDF, parce que globalement on affiche des fichiers PDF. Cette vue va avoir des dimensions plus petites que notre application. Donc par exemple une vue qui fait 500 par 500. Son style, ça est une association en réalité de paramètres, qui est la position de la fenêtre, si elle possède une barre de fenêtre, si elle est déplaçable, etc. Donc je fais référence à une configuration préfaite de mon application. Dans cette vue, on va avoir un navigateur Internet qui va nous permettre d'afficher le document. Ce navigateur Internet, je l'incruste dans ma vue et tout simplement je voudrais qu'il fasse toute la surface de ma vue. Le document qui va être affiché par le navigateur Internet Explorer, c'est la propriété URL qui va la renseigner. J'ai donc ma fenêtre de pop-up qui est prête et je vais donc dans ma fenêtre d'alarme, dans mon menu contextuel d'alarme, ajouter une entrée. On va l'appeler fiche. Je peux lui donner bien sûr un libellé particulier qui s'appelle fiche réflexe. Je travaille sous contrôle de François pour être sûr que je ne fasse pas d'erreur. Et nous allons donc associer à la sélection de cet élément un petit script d'exploitation qui va s'appeler fenêtre menu fiche par exemple. Fenêtre menu fiche va se déclencher lorsque je sélectionne la propriété fiche. Donc je sélectionne la fiche.selected. Ce script va se déclencher et le traitement associé, c'est donc l'ouverture de la vue et l'association du document de l'alarme au navigateur Internet Explorer. Donc je commence par déclarer par exemple une variable fiche réflexe qui va être le document que je veux ouvrir. Fiche réflexe va faire référence à ma fenêtre d'alarme. Ce qui m'intéresse, c'est le libellé particulier, donc retourne la valeur d'une propriété demandée sur la lampe sélectionnée, c'est exactement ce que je recherche. La propriété que je recherche, c'est la propriété que nous avions parlé tout à l'heure, qui est MediaFile. J'ai donc le chemin complet du document MediaFile que je souhaite afficher. Il me suffit à présent de faire une ouverture de vue, Pen OpenView. Cette méthode, pour ceux qui ne connaissent pas, me demande le chemin de ma vue à ouvrir, ainsi qu'un ensemble de caractéristiques dont je n'ai pas forcément besoin puisque j'ai associé ma fenêtre à un style particulier. La fenêtre que je souhaite ouvrir, c'est la vue popup.pdf. Je vais réduire un poil ma fenêtre. Voilà, donc popup.pdf. Et je vais la positionner en 200 en valeur absolue par rapport à la fenêtre de supervision. Une fois que ma vue est ouverte, je n'ai plus qu'à PN7 value qui me permet d'aller écrire une propriété distante d'une fenêtre. Donc
je vais aller chercher la propriété qui m'intéresse, qui est Pop-up PDF, navigateur Internet Explorer. Je vais aller passer le chemin à mon élément, qui est donc fiche réflexe. Donc mon petit éditeur convivial me permet aussi de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. La syntaxe du script semble correcte. Je rebascule en exploitation, sans avoir besoin de redémarrer la partie fonctionnelle. Et j'obtiens donc sur ma fenêtre d'alarme avancée un élément supplémentaire dans mon menu contextuel qui me permet de placer ma fiche réflexe à l'endroit que je désire. Par exemple, on aurait très bien pu l'afficher à la place de l'encart information ou l'insérer sur le bas de l'écran. Donc on voit ici que c'était une image PNG. On a la possibilité bien sûr d'afficher un document HTML. Donc la caractéristique, c'est que cette vue étant globale à l'application, elle regarde systématiquement sa dimension. J'ai aussi la possibilité d'afficher des PDF, puisque j'ai le plugin PDF qui est installé sur Internet Explorer. Et je peux donc bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités d'Internet Explorer. Je repasse sur le PowerPoint, qui est ici. Nous arrivons donc à la conclusion de cette présentation, qui regroupe les astuces et bonnes pratiques que nous avons utilisées dans notre application exemple. Donc la petite astuce Zoom plus et moins, que vous pouvez voir dans l'application qu'on va vous fournir à la fin de la présentation. Il est pratique de passer par des contrôles d'ATR pour la saisie de dates au travers de l'interface utilisateur. Il est pratique aussi de renseigner des textes animés, donc soit faire le lien par exemple sur la propriété, nommer le champ texte avec la valeur de la propriété qu'il affiche ou le format de la donnée. Si vous affichez un flottant sur 5 caractères, vous pouvez préformater et analyser l'encombrement que va susciter l'affichage de ce texte. Vous pouvez aussi préparamétrer des variables à l'ouverture de la vue. Ça, on ne l'a pas abordé, mais vous pouvez le voir bien sûr dans l'application de démonstration. Toujours faire attention au filtrage des alarmes et afficher des informations dans la fenêtre liées à la fenêtre d'alarme. Par exemple, le nombre d'alarmes affichées, surtout sur des fenêtres d'historique qui vous permettent d'avoir une bonne vue sur le fait que votre filtrage soit suffisant ou insuffisant. L'utilisation de synthèse est soit absente des applications, soit souvent très utilisée. Faire attention parce que les systèmes de synthèse, c'est des systèmes qui sont relativement lourds d'un point de vue fonctionnement, donc à utiliser à bon escient. On a vu un principe d'ouverture de sous-vue et de passage de paramètres, ce qui permet d'utiliser très facilement des vues qui sont extérieures à votre composant, et la possibilité d'afficher ce que l'on souhaite avec un contrôle Internet Explorer. Sur les bonnes pratiques, je reviens sur la nécessité de centraliser vos propriétés au niveau du composant, à remonter toutes les propriétés principales dont vous avez besoin, et de faire référence en paramétrant chacune des propriétés des sous-éléments vers ces propriétés principales. La deuxième utilisation des propriétés globales du composant, c'est que les éléments extérieurs à votre composant ne doivent pas utiliser des éléments internes au composant. Ils doivent faire référence à des propriétés globales, par exemple la valeur du seuil ou la valeur courante d'un niveau. Il est pratique et même très utile de s'inventer des règles sur l'utilisation des objets. Vous avez vu que j'ai utilisé une fenêtre d'alarme qui s'appelle fenêtre. Le menu s'appelle fenêtre menu et chacun des comportements des entrées du menu s'appelle fenêtre menu courbe, fenêtre menu fixe, fenêtre menu fiche et fenêtre menu histo pour l'historique. Pareil, sur des méthodes ou des scripts que vous pouvez construire, nommez l'élément en fonction de son déclenchement. S'il est automatique, vous pouvez faire par exemple un on-open. Si c'est un bouton qui déclenche le traitement, vous pouvez appeler la fonctionnalité par exemple PTN filtré. Il est très important de filtrer au maximum chacun des champs que vous allez placer dans vos catégories. Est-ce qu'ils sont bien pratiques, est-ce qu'ils sont bien utiles. Faire attention à la taille globale du champ, parce que systématiquement il est historisé lorsqu'il passe dans un abonnement. La concaténation pour pouvoir
faciliter et accélérer les systèmes de recherche, et bien sûr placer les champs qui servent de recherche et de filtre au début de votre propriété catégorie pour optimiser justement la quantité de recherche. On a vu dans la fenêtre d'historique la possibilité d'afficher des événements. Donc c'est la même chose qu'une alarme, sauf que ça ne s'active pas. Donc ça vous permet d'enregistrer une partie du comportement de votre installation avec ces mêmes principes de filtre et d'abonnement pour voir l'état de votre cube, son niveau, en même temps que vous consultez les alarmes. On arrive à la fin de cette présentation et je vais rendre la main à Christophe pour finir cette présentation et François va répondre au mieux à vos questions. Merci. Très bien, merci beaucoup Julien pour cette présentation. Espérons qu'elle a satisfait à vos attentes. En tout cas, on vous remercie pour votre participation puisqu'on n'est pas loin de 90, vous n'êtes pas loin de 90 clients connectés aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant passer quelques minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions. D'ailleurs, que vous pouvez toujours poser donc dans la fenêtre questions-réponses en bas à droite de votre écran. Alors, on va commencer par une question. Alors, comment fait-on pour choisir d'afficher une sous-vue d'un composant ou d'une vue de l'appli avec un paramétrage? Bonjour, François Marcel au micro. Donc, alors cette question, le choix entre ouvrir une vue globale de l'application ou la vue d'un composant, on va regarder les avantages et les inconvénients des deux solutions. Donc l'avantage de la vue globale, c'est qu'on va créer une seule vue, même si on a plusieurs composants, par exemple des composants cubes, des composants VAN qui ont besoin d'afficher des documents, on fera la vue une seule fois. Et par contre, l'inconvénient de cette solution, c'est qu'il va falloir, à chaque fois qu'on déclenche l'ouverture de cette vue, donc là on l'a utilisé qu'une seule fois, mais si on voulait la réutiliser ailleurs, il faudrait le refaire plusieurs fois. Il va falloir faire l'ouverture de la vue et lui passer en paramètres, par script, comme on l'a vu, le chemin du document qu'on veut afficher. Si on prend l'autre solution, c'est-à-dire qu'on prévoit de concevoir la vue dans le composant, tout ce travail de sélection du document à l'ouverture est fait par préconfiguration dans le composant. Donc on n'a plus à s'en occuper depuis la fenêtre d'alarme quand on l'affiche. Voilà, donc ça peut être, en fonction des situations, une solution ou l'autre. Très bien, alors on continue avec une question importante. Qu'est-ce qui est proposé pour gérer des alarmes qui bagotent? Alors les alarmes qui bagotent ou les alarmes battantes, donc en fait on a déjà des paramètres qui sont disponibles sur les alarmes en standard. Donc on peut regarder, voilà, on va partager le bureau et on va aller regarder ces paramètres-là dans Panneau Studio sur un exemple d'alarme. Donc si je vais sur un composant ici, voilà, je vois mon alarme ici. On a dans l'onglet avancé deux paramètres, délai, qui est le délai d'apparition et délai de disparition. Ce sont des retards à l'apparition d'alarme ou à la disparition d'alarme, de façon à ne pas faire disparaître l'alarme aussi fréquemment que sa condition d'apparition. Donc ça, c'est une première solution. Ensuite, on peut aussi implémenter une fonction qu'on appelle l'hystérésis. Là, on voit que le seuil d'alarme, il est lié à une propriété de configuration du composant, tank 2. Donc c'est une propriété qui peut évoluer dans l'application, mais qui dans cette démonstration n'évolue que manuellement. On l'a fait varier ici. En fait, on peut très facilement faire évoluer ce seuil automatiquement, par exemple en utilisant une formule. Donc si on a un seuil d'alarme à 80 degrés par exemple, ou là 80 litres, mettons pour notre cuve, on pourrait avoir une formule qui, dès que l'alarme est présente, nous redescende le seuil, par exemple à 75, en créant donc une hystérésis de 5 litres pour notre cuve. Donc il suffit de créer une formule qui utilise l'information de présence de l'alarme qui est ici. Si l'alarme est présente, elle renverra un seuil de 75. Si l'alarme est absente, elle laisse le seuil à 80. Donc avec une petite technique simple comme ça, on peut aussi créer donc l'hystérésis sur le seuil. Très bien. Alors François, on a pas mal de questions qui concernent les déclenchements suite à l'apparition d'alarme. Est-ce qu'on peut repréciser qu'est-ce qu'on peut déclencher
d'une manière générale sur l'apparition d'alarme? Alors, déclencher sur apparition d'alarme. Donc, la question est peut-être un petit peu vaste. Je vais essayer de donner plusieurs réponses. Donc déjà, l'alarme en elle-même, la condition de déclenchement, donc, est pilotée par ces trois propriétés: trigger, test, threshold. Donc trigger, c'est la propriété que l'on surveille, et le test va indiquer comment on la surveille. Donc on a les choix de comparaison ou des choix de changement. C'est-à-dire que les comparaisons, on a une valeur seuil par rapport à laquelle on surveille le trigger, alors que les changements, en fait, on surveille tout le changement de valeur du trigger. Donc ça, c'est pour déclencher l'alarme, décider qu'elle est présente ou absente. Une fois qu'on a décidé que l'alarme était présente, on va avoir ce booléen qui va passer à vrai et qui le restera tant que l'alarme est présente. Donc on peut se servir de ce booléen-là pour provoquer un traitement, déclencher un traitement dans l'application. Donc ça peut être un script qui va être déclenché quand le booléen passe à vrai. Si on a besoin de déclencher un traitement au niveau du serveur, au niveau fonctionnel, on peut faire comme ça. Autre possibilité, si le traitement que l'on veut déclencher, c'est plus au niveau IHM, peut-être quelque chose pour attirer l'attention de l'opérateur ou je ne sais pas, changer une vue quand il y a une alarme qui apparaît, on a d'autres mécanismes. Si c'est attirer l'attention de l'opérateur, on va pouvoir utiliser sur l'objet fenêtre, il a toute une série de propriétés de compteurs ou de témoins d'existence qui vont nous permettre de savoir qu'il y a au moins une alarme qui s'est déclenchée. Donc on peut se servir de ces propriétés là aussi pour déclencher des choses. Et si on veut par exemple provoquer un changement de vue, en admettant que cette vue d'alarme n'est pas affichée à l'instant T, et on veut justement l'afficher quand l'alarme apparaît, eh bien on va retrouver les mêmes informations de compteur, ici, cette fois-ci sur un objet qui est dans le serveur, l'objet de synthèse, et qui permettra, en utilisant ces propriétés de témoins d'existence d'alarme présente ou de compteur, de provoquer au niveau IHM l'affichage de la vue, par exemple. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Il y a Julien qui veut apporter un complément. J'ai juste un petit complément à apporter, qui est peut-être un peu simplé, mais peut-être que certaines personnes ne connaissent pas beaucoup notre produit. Donc, je rappelle juste que d'un point de vue affichage d'alarme, par exemple, on peut changer la couleur d'un élément, le faire clignoter sur le synoptique, d'avoir des comportements qui sont liés aussi bien au fonctionnement de l'équipement, mais aussi en fonction de son alarme. Par exemple, si l'équipement ici en orange, il est en défaut, mais ce n'est pas très grave parce qu'il n'est pas en fonctionnement. S'il est en fonctionnement et qu'il est en défaut, j'ai encore un comportement qui est différent à l'affichage. Donc tout ceci se paramètre très facilement au niveau du composant. Très bien. Alors, on va mettre de côté pour le moment, on y répondra sur la fin du séminaire, sur la fin des questions-réponses, toutes les questions qui sont d'ordre de la V4 et la V5. On continue sur les questions techniques en ce qui concerne la fonction zoom, donc zoom plus ou zoom moins. Est-ce qu'on peut éviter de modifier la taille de certains composants en cas de zoom plus, zoom moins? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais on va reprendre l'exemple ici. Si je clique sur ma petite fenêtre courbe, voilà, donc là j'ai la fonction zoom plus. Donc quand je clique, en fait, l'objectif de cette fonction telle qu'on a voulu l'implémenter, c'est bien de dilater totalement la fenêtre pour que l'opérateur puisse éventuellement s'éloigner de son écran et bien la voir. Donc on a effectivement voulu changer tout ce qui est dans la vue, adapter la taille de la vue et de ce contenu. Maintenant, ça utilise la fonction zoom de Panorama et la fonction zoom de l'IHM, elle dilate proportionnellement tous les éléments. Donc de ce point de vue-là, si on l'utilise tel quel, on ne peut pas décider que certains éléments restent à une certaine taille et d'autres vont changer de taille. Par contre, si ainsi le synoptique que l'on va changer d'échelle contient des éléments qui, par exemple si on zoome une carte, et que sur la carte il y a des éléments dont on ne veut pas qu'ils augmentent de taille, par exemple des petits symboles animés qui sont sur la carte, et quand on a beaucoup zoomé, ils prendraient trop de place, on a une fonction qui permet au niveau de la conception du symbole, donc ça c'est vrai pour tous les éléments graphiques. Je vais prendre l'exemple ici de la zone cliquable appliquée.
Si je retrouve ma petite vue, là, elle est partie sur un autre écran, non? Ah, zut. Donc elle est sur un autre écran. Donc on verrait dans la boîte de propriété de l'élément graphique ici, on a des attributs qui indiquent le facteur de zoom pour lequel l'élément est visible. Donc ça veut dire qu'on peut faire disparaître ou apparaître des éléments en fonction du facteur de zoom, et en leur prévoyant plusieurs aspects différents qui se remplacent en fonction du facteur de zoom, on peut arriver à faire que certains éléments ne suivent pas directement le facteur de zoom, soit ils changent d'aspect, soit ils changent juste de taille, mais on peut peut-être arriver à faire le comportement que souhaitait la personne qui a posé la question. Très bien. Alors on continue. Le plugin d'affichage PDF dans Internet Explorer est-il disponible? Alors le plugin d'affichage qu'on a utilisé ici, c'est un plugin Acrobat, je pense, qui est installé sur la machine. En fait, c'est pas une fonction qui est fournie par Panorama, c'est une fonction qui doit être installée sur la machine pour que l'affichage des PDF soit possible dans Internet Explorer. Il y a une chose qui n'est pas disponible malheureusement actuellement, c'est un plugin d'affichage PDF en version 64 bits. Donc ça veut dire que si vous utilisez Panorama sur une machine 64 bits, au moment où vous allez afficher la vue, donc là je vais réafficher la fiche réflexe, c'était dans l'autre vue, c'est celle-ci, la fiche réflexe PDF, voilà, quand j'affiche ça, sur une machine 32 bits, c'est le cas de la machine qu'on utilise aujourd'hui, le PDF est bien incrusté dans le synoptique qu'on a prévu. Sur une machine 64 bits, il se serait quand même affiché, mais il aurait provoqué l'ouverture d'un autre navigateur, version 32 bits, qui est fourni systématiquement, même sur les plateformes 64 bits, par Microsoft, de façon à pouvoir afficher le PDF. Donc la fonction est rendue, malheureusement, dans ce cas-là, ça crée une fenêtre supplémentaire automatiquement. Alors, ensuite, on a une question qui concerne donc sur la liste des alarmes. Est-il possible, ou est-ce que c'est prévu dans une future version, de trier les colonnes de la liste d'alarmes? Alors, de trier les colonnes, c'est-à-dire, par paramétrage aujourd'hui, on définit l'ordre, on va revenir ici, voilà, on définit l'ordre dans lequel on présente les colonnes à l'opérateur, d'une part, et deuxièmement, on définit l'ordre d'affichage des messages de la fenêtre. Donc là, c'était une fenêtre d'historique, je vais revenir sur une fenêtre d'état courant, par exemple. Voilà. On définit dans Avancé l'ordre ici chronologique, et on peut choisir un tri par alphabétique ou un tri par état, etc. Voilà. Donc ça, c'est des fonctions qui existent aujourd'hui. Par contre, je pense que la question, c'est plutôt est-ce que l'exploitant, une fois qu'on a fait un choix de paramétrage, est-ce que l'exploitant pourrait changer cet ordre ou utiliser un tri à la Excel, c'est-à-dire il clique sur l'entête de colonne et il obtient un tri qui change selon ses souhaits. Donc la réponse c'est oui, c'est prévu sur une future version, malheureusement pas encore dans la version 5, mais cela pourrait être la version qui la suivra. Donc on aura la possibilité, alors ce sera verrouillable parce que certaines applications ne souhaitent pas laisser trop de possibilités aux opérateurs pour pas qu'ils finissent par perdre les informations qui leur sont nécessaires, mais on aura la possibilité de laisser à l'utilisateur la possibilité de déplacer les colonnes, donc il pourra attraper sa colonne et la passer entre deux colonnes suivantes. Il aura aussi la possibilité, en cliquant sur l'entête des colonnes, de trier temporairement au moins dans sa fenêtre sur le critère qu'il aura choisi. Et il aura aussi une barre de scroll, ce qui permettra que les colonnes supplémentaires qui aujourd'hui ne sont pas visibles, par un scroll, on pourra lui laisser la possibilité d'aller voir ces colonnes-là. Voilà, donc les fenêtres d'alarme vont subir encore d'autres évolutions. On a comme objectif d'améliorer un petit peu encore le rendu graphique, permettre de faire un petit peu de dégradé, d'avoir encore plus de souplesse qu'aujourd'hui sur les présentations. Par exemple, que seulement certains champs changent de couleur ou seulement certains champs clignotent et non pas toute la ligne. Ceci pour continuer d'attirer l'attention tout en facilitant la lisibilité des messages d'alarme. Alors, on a beaucoup de questions, donc vous aurez une réponse personnalisée, dans le cas où on n'y répond pas. Peut-on avoir une fenêtre de restitution d'alarme qui n'affiche pas un message, mais une vue de ou des équipements alarmés? Alors, une fenêtre de restitution d'alarme, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question parce que pour moi, la restitution, c'est lié à de l'historique. Donc, je vais peut-être reformuler la question telle que je la comprends, c'est-à-dire que c'est une vue qui afficherait les équipements qui correspondent à des alarmes qui sont présentes à l'instant T.
Bon, je le comprends comme ça, je ne sais pas si c'était bien la question. Bon, la personne pourra peut-être repréciser. Voilà. Donc si c'est ça la question, c'est un tout petit peu ce qu'on a fait là. Donc là, le choix qu'on a fait dans la petite démonstration qu'on vous a fait ce matin, c'était d'associer un synoptique de courbe. Maintenant, on peut très bien associer un synoptique qui n'est pas une petite vue du composant, mais qui serait justement toute ma vue process. C'est-à-dire que si j'ai un bandeau d'alarme et qu'en cliquant sur mon alarme, j'ai associé toute cette vue de détail du process, je vais y arriver en cliquant sur mon alarme. Hein, donc on peut associer globalement comme ça une vue process à l'alarme plutôt qu'une petite vue de détail, ou alors en fonction d'un autre paramètre qu'on placerait dans les catégories d'alarme, avoir deux niveaux. Le niveau vue de détail de l'alarme, par exemple, la petite vue de courbe de la cuve comme on a vu là, et une autre commande qu'on pourrait rajouter, comme on l'a fait dans la vue alarme avancée avec vous, qui serait vue process. Et là, on a un paramètre sur le composant qui dit quelle vue process afficher quand on sélectionne. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être la repréciser un petit peu. Très bien, François. Alors, on a une question, on a deux questions, hein, donc je vais les poser dans l'ordre. C'est un peu la même chose. Est-il possible de limiter l'accès aux fonctions de la fenêtre d'alarme suivant le profil utilisateur? Et la deuxième question, c'est en exploitation, a-t-on la possibilité d'accéder aux valeurs de seuil d'alarme? Alors, la limitation des fonctions de la fenêtre d'alarme, ça va être possible à plusieurs niveaux. On a vu, quand on l'a paramétré tout à l'heure, on va pouvoir créer ici un menu. Donc le menu qu'on va créer ici, on va lui créer des commandes. Donc la commande courbe, la commande fiche. Et vous pouvez le voir, ici on a possibilité de griser ou de rendre visible ou non ces éléments de commande. Et il y a un mécanisme qui a été prévu, qui n'a pas été mis en place aujourd'hui. On peut créer un script qui, de manière contextuelle, va être activé à chaque fois que l'exploitant va cliquer sur la fenêtre d'alarme et déplier le menu. Et ce script peut décider si pour telle ou telle alarme, il laisse la commande, ou il la grise, ou il la cache. Il peut aussi faire de même en fonction du profil de l'opérateur. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser les droits d'accès de l'opérateur pour dire cette commande je lui laisse ou je ne lui laisse pas. Donc ça c'est le moyen de configurer commande par commande le contenu de ce menu-là. Maintenant, le menu qu'on a mis aujourd'hui, il a complété les commandes standards du menu panorama. On a les commandes standards qu'on avait laissées, les commandes d'acquittement, etc. Si ce que je veux, c'est que le droit d'acquitter les alarmes dépende des droits de l'opérateur, je peux supprimer la commande permanente, la commande automatique, j'allais dire, du menu pour l'acquittement, et la remplacer par une commande customisée, comme celle qu'on a vue ce matin. Le script d'implémentation, il est très facile, c'est je demande à la fenêtre d'acquitter l'alarme courante, mais je pourrais à ce moment-là griser ou cacher la commande en fonction des droits de l'opérateur. Et si on veut, encore plus simple, supprimer toute interaction à certains opérateurs, il suffit, sur la fenêtre globalement, ici on a une propriété menu et une propriété double-clic. À L2, il suffit de les cocher ou de les décocher pour supprimer toute interactivité avec la fenêtre d'alarme. Donc ça peut être encore plus simple, on met juste un script à l'ouverture qui vient dire j'enlève le menu, j'enlève le double-clic parce que mon opérateur n'a pas le droit de traiter les alarmes. Très bien, on continue. Il y avait peut-être la question sur les seuils, ça j'en ai peut-être pas parlé. Oui, tout à fait, oui. Donc le seuil en exploitation, on a vu que c'était une propriété ajustable. Donc comme toutes les propriétés ajustables, on peut imaginer tous les mécanismes pour le faire bouger. On a vu dans le synoptique de base ici, que Julien vous a montré. Là, quand je fais bouger ça, en fait, c'est le seuil d'alarme que je fais bouger. Vous voyez que je l'ai passé à 100, mon alarme a disparu. Donc ça, c'est un moyen d'interagir avec le seuil d'alarme. C'est un moyen qui est en permanence dans la vue. Ça pourrait être un moyen qui est accessible depuis le synoptique associé à l'alarme. À ce moment-là, on pourrait appeler ça un petit peu la fiche technique de l'alarme, et on pourrait trouver ce potentiomètre-là dans une vue qu'on ouvre en cliquant, en accédant à cette vue, par exemple, configuration d'alarme. Voilà, j'ai répondu à cette deuxième partie aussi. Très bien. Comment peut-on envoyer un SMS sur l'apparition d'une alarme? Alors l'envoi de SMS sur l'apparition d'alarme, ça va être possible en utilisant la fonction astreinte du produit Panorama. Donc c'est une fonction qui déjà depuis 2 versions du produit est inclue systématiquement avec le produit. Donc elle va être basée sur un objet d'astreinte qui
utilise ou non un calendrier pour choisir les périodes sur lesquelles on fera l'envoi de ce SMS ou pas. Et une fois que l'objet d'astreinte a été créé, on va lui fournir un objet d'envoi de SMS et le modem GSM pour piloter le modem qui va faire l'envoi, parce qu'il faut bien un modem GSM pour faire l'envoi de SMS. On va pouvoir définir par un abonnement du type que ce que Julien a montré tout à l'heure pour les fenêtres d'alarme. On va sélectionner comme ça les alarmes qui feront l'objet d'envoi de ce SMS et pouvoir mettre ça en place. Très bien. Pour limiter le nombre d'alarmes présentes sur une vue, existe-t-il un mécanisme de hiérarchisation? Alors ça, je suppose que derrière cette question, il y a un petit peu le traitement d'avalanche d'alarme. Comment est-ce qu'on peut faire face à une avalanche d'alarme? Alors, il y a des moyens traditionnels basés sur des filtrages. Par contre, c'est souvent un moyen qui n'est pas mis en place sur site parce que qui dit filtrer des alarmes dit éventuellement cacher à l'utilisateur des choses qu'il n'aurait pas fallu lui cacher pour qu'il traite correctement la situation de crise auquel il est confronté. Donc si on met des mécanismes de filtrage, il faut toujours prévoir que l'opérateur puisse les outrepasser pour les supprimer, pour qu'il puisse se rassurer sur le fait que ce fameux mécanisme de filtrage ne lui a rien caché d'utile. Donc comment mettre en place des mécanismes comme ça? En fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir trouver, vous pouvez le trouver dans les applications de démonstration qui sont fournies avec le produit Panorama depuis la version 4. Donc ils seront toujours présents dans la version 5, les démonstrations de la version 5. C'est ce qu'on appelle dans la démonstration le masquage. En fait, ça va être basé sur les catégories des alarmes. Ici, Julien a fait référence dans sa présentation au fait qu'elles étaient dynamiques. Eh bien, le masquage d'alarme, ça va être une technique qui consiste à à modifier le contenu de cette propriété pendant que l'application fonctionne, pour que un filtrage qu'on a prévu à l'avance, j'ai perdu mes fenêtres, voilà, un filtrage qu'on a prévu à l'avance dans notre fenêtre de présentation d'alarme, du coup, fasse qu'on n'affiche plus l'alarme. Donc, ce qui reste à trouver, c'est quel est le critère, d'un point de vue procédé, d'un point de vue connaissance de l'installation, qui fait que l'alarme niveau QF2, par exemple, doit être masquée à l'opérateur parce qu'on considère que dans l'état actuel, elle n'est pas importante. Donc ça peut être une question de priorité, ça peut être une question aussi de une formule logique qui dit si j'ai perdu si j'ai perdu la pompe qui alimente la cuve, c'est pas la peine de me dire que mon niveau il est trop bas ou qu'il est trop haut parce que ça n'est qu'une conséquence. Donc si on a des règles comme ça, en fait, quand le critère est atteint, il suffit de modifier le critère d'alarme, le critère de la catégorie, et l'alarme sera masquée. Et pour atteindre l'objectif que j'ai cité tout à l'heure, il faut laisser à l'opérateur ici un petit bouton pour lui dire « Je supprime le filtre de masquage », comme ça, je vois à nouveau les alarmes qu'on m'avait masquées, je peux vérifier qu'on ne m'a pas masqué de choses importantes, et du coup, je retrouve, après quand je réactive le masquage, mon bandeau allégé avec moins d'alarmes. Très bien François, alors avant de passer aux questions des 4V5, comment archiver l'historique des alarmes pour pouvoir retrouver les alarmes activées lors d'un jour donné? Alors la fonction d'historique, là elle était utilisée dans l'application mais on n'en a pas vraiment parlé, on a juste vu le résultat. En fait on a ici l'objet historique d'alarme qui utilise lui aussi un abonnement. Donc contrairement à la fenêtre d'alarme qu'on vous a présentée qui ne doit afficher que ce qui est considéré comme une alarme, l'objet historique, il s'est abonné à tout lui. Vous voyez que dans catégorie, on ne lui a pas mis de filtrage. Donc il a pris et les alarmes et les événements. Sa fonction c'est de les stocker dans une base de données. Donc là, comme c'était une petite appli de démo, on a laissé la base de données sur une base Access. Et donc on a stocké dans cette base Access toutes les évolutions d'alarme. Comme c'est une démo, là aussi on s'est contenté de les avoir sur une journée. Mais sur une application réelle, on va plutôt utiliser un SGBD comme SQL Server de Microsoft ou Oracle. On va mettre une durée de conservation adaptée au temps pendant lequel on veut retrouver les données. Donc classiquement, on a des applications qui vont à un ou quelques mois, voire 1 ou 2 ans. On peut mettre plus si on veut, il suffit juste d'adapter la taille de la base de données, du disque qui l'héberge. Et ensuite, l'utilisation de cette historique se fait presque automatiquement, j'allais dire. On a seulement un objet d'affichage d'historique d'alarme. Il suffit soit de lui désigner
l'objet qui stocke les alarmes pour que la fenêtre soit capable d'aller générer une requête d'interrogation de la base et d'afficher le résultat. Donc quand on ouvre la fenêtre, on a par exemple 1000 dernières lignes et on peut regarder ensuite dans ces 1000 dernières lignes les alarmes que l'on souhaite. Et si on veut remonter plus dans le passé, par exemple, on veut vraiment faire une requête de consultation de ce qui s'est passé 4 jours avant, 10 jours avant, 3 mois plus tôt, on va utiliser la configuration qu'on a là, dans cette vue, c'est-à-dire qu'on a un objet d'extraction d'informations qui va directement requêter la base que l'on a utilisée pour constituer l'historique, qui a des propriétés qui permettent de définir les critères. Alors, c'est plus facile de le voir dans la boîte de propriétés, c'est beaucoup plus lisible. Voilà. On va définir le critère temps, donc la fourchette de date que l'on veut observer. Par exemple, on peut remonter 1 mois avant, 3 mois avant, il suffit que les alarmes soient encore dans la base de données. Et ensuite, des critères éventuellement supplémentaires pour restreindre, limiter les alarmes qu'on va remonter. Si on sait que ce qui nous intéresse, c'est les alarmes d'une cuve, on peut filtrer sur la date qui nous intéresse et en même temps fournir un critère qui permet de n'avoir que les alarmes qui nous intéressent. Voilà, donc en général, on ne fournit pas à l'exploitant la boîte de propriété qu'on vient de voir là, ça c'est du domaine du paramétrage. Ce qu'on fournit à l'exploitant, c'est ce que Julien vous a montré, on a habillé ces propriétés et cette boîte de propriété par des contrôles d'IHM, des listes, des combo box, avec des éléments un peu plus process, un peu plus métier, pour que l'exploitant soit plus à l'aise dans son utilisation. Très bien, François, on va repasser sur la version PowerPoint. Avant de passer à la dernière question, oui, je voulais vous dire que juste après, il va y avoir un petit sondage donc nominatif qui nous permettra de prendre vos impressions. Donc, merci d'y répondre. C'est en 4 clics et puis ça vous permettra aussi de vous inscrire en direct au prochain séminaire. Alors, pour cette dernière question, on a vu des fonctionnalités aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont présentes dans la V4 ou est-ce qu'il y en a certaines qui sont présentes dans la version 5 ? Alors les fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui ne sont que de la version 4. En fait, au départ, l'application, on a failli vous la présenter en version 4. On a trouvé que c'était dommage, comme la version 5 devrait sortir à la fin de la semaine. On a décidé finalement de la présenter en version 5, histoire que vous puissiez avoir un petit aperçu du look de la version 5. Vous avez peut-être remarqué que les propriétés dans Panneau Studio sont affichées par groupe. Il y a quelques petits changements visuels. Mais tout ce qu'on vous a montré comme fonction, c'est utilisable dans la version 4 dès aujourd'hui.